Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous laisse en profiter. La Terre. Outre le fait qu'elle est d'une beauté fabuleuse, même si à ce sujet, nous les humains sommes loin d'être objectifs, cette petite bille bleue, perdue autour d'une étoile modeste dans l'immensité de l'univers, a une autre particularité. Elle est la seule, à ce jour, connue pour abriter la vie. Pourtant, elle est très loin d'être unique dans l'espace et le temps. Dans notre système solaire, par exemple, 3 planètes rocheuses sur 4 ont ainsi peut-être présenté des conditions favorables au développement et au maintien d'une vie, même primitive. Mercure, par exemple, n'a jamais conservé d'atmosphère, même si elle en avait probablement une au début de sa formation. Aujourd'hui, cependant, cette atmosphère a quasiment complètement disparu et il n'en reste qu'une légère trace résiduelle. Mars, quant à elle, a rapidement perdu son atmosphère avec la perte de son champ magnétique causée par un noyau trop petit, et Vénus a, elle, vu son effet de serre s'emballer au point de la transformer en enfer. Si la Terre a conservé longtemps des conditions habitables, c'est non seulement car elle a beaucoup de chances d'être bien placée, mais aussi de n'être ni trop grande ni trop petite. Pour résumer cette introduction, l'habitabilité d'une planète va dépendre d'énormément de facteurs. Mais, cependant, on peut espérer que parmi les exoplanètes rocheuses de taille similaire à la Terre, situées dans la zone habitable de leur étoile, certaines puissent être similaires à la Terre. Après tout, l'univers est vaste. Et, même si jusqu'à présent notre planète bleue est la seule dont nous sommes certains de l'existence, il est très improbable qu'elle soit entièrement seule, même si sa jumelle n'abrite pas de vie ou uniquement des organismes primitifs. Pour cet épisode, je vous propose donc de découvrir quelques exoplanètes similaires à la Terre et de voir, ensemble, à quoi elles ressemblent vraisemblablement. Pour commencer cette visite, je vous propose de partir à 12,8 années-lumière d'ici, en direction de l'étoile de Kapteyn, du nom de l'astronome allemand qui la découvrit en 1898 dans la constellation du Peintre. L'étoile de Kapteyn, écrivez Kapteyn, est une étoile dont la taille et la masse sont entre le quart et le tiers de notre Soleil. Mais l'étoile a 2 particularités. Déjà, elle est ce que l'on nomme une sous-naine. Cette classe d'étoiles regroupe des étoiles moins lumineuses, de 1,5 à 2 de magnitude en dessous de celle de la séquence principale, dont notre Soleil fait partie. Une sous-naine sera donc entre les naines rouges et les naines jaunes ou oranges de la séquence principale. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur les types d'étoiles. Ce sujet fera très probablement l'objet d'un épisode dédié, mais ce ne sera pas celui-ci. La seconde particularité de l'étoile de Kapteyn, c'est qu'elle orbite dans le sens opposé au sens de rotation des étoiles de notre galaxie. Elle fait partie du groupe de Kapteyn, un groupe d'étoiles dont la composition serait similaire, et donc de la même origine, que l'amas d'Oméga du Centaure, qui serait lui-même le reste d'une galaxie naine ingérée par la nôtre. De plus, le système serait âgé de 11,5 milliards d'années, soit à peine 2 de moins que l'univers, et est ainsi le système potentiellement habitable le plus vieux connu. On suppose, même si elle reste à confirmer, qu'il existe 2 planètes autour de l'étoile, Kapteyn B et C. La dernière, la C, aurait une masse de 7 masses terrestres et serait en dehors de la zone habitable de son étoile, faisant d'elle un monde probablement trop froid pour y trouver de l'eau liquide. La seconde, Kapteyn B, est-elle plus proche de son étoile,
0,17 fois la distance Terre-Soleil, soit 25,4 millions de kilomètres. C'est proche, mais son étoile étant plus froide, c'est tout juste à la limite extérieure de la zone habitable. Mais malheureusement, là aussi, son habitabilité reste discutable. Sa température, sans la prise en compte d'une atmosphère, serait de moins 68 degrés et seule la présence d'une atmosphère épaisse et riche en gaz à effet de serre donc pourrait la rendre habitable. Mais il ne faut pas non plus désespérer. La température d'équilibre de la Terre, par exemple, est de moins 19 et celle de Vénus, moins 46 degrés Celsius. Et là, il va falloir que j'ouvre une petite parenthèse sur les températures d'équilibre. Car la température d'équilibre, même si elle est un moyen d'avoir une base d'estimation de la température d'une planète, est loin d'être réaliste. Elle part du principe que la planète est un corps noir qui absorbe 100% de l'énergie de son étoile. Ainsi, les seuls facteurs majeurs qui vont définir l'estimation de la température seront son rayon et la distance qui la sépare de son étoile, ainsi que, bien sûr, le type d'étoile. Dans la réalité, vous vous en doutez, en plus de ne jamais être parfaitement noir, un corps peut être réchauffé en partie par un noyau très actif, une atmosphère, un effet de marée causé par une planète si l'objet est une lune proche d'une grande planète, un volcanisme intense qui la réchauffe encore plus et se combine alors à une épaisse atmosphère de gaz à effet de serre. Vénus et la Terre nous le montrent, la température d'équilibre peut être extrêmement loin de la réalité. Mais il ne faut pas non plus la condamner pour autant, car elle est aussi, parfois, très proche. Celle de Mars, par exemple, est de moins 63, alors que sa température moyenne est de moins 55, soit un résultat assez proche. Voilà, c'est donc tout pour cette petite parenthèse. Pour trouver une planète qui, elle, a de vraies chances d'être habitable, il faut partir à 13 années-lumière d'ici, en direction de la constellation de la Vierge, vers l'étoile Ross 128. Ross 128 est une petite naine rouge de 0,16 masse solaire, pour un rayon de 0,19 fois celui de notre étoile. Mais vous connaissez sûrement le problème des naines rouges, leur colère. Dans le cas de Proxima du Centaure, par exemple, les éruptions de l'étoile provoquent de telles augmentations des ultraviolets qu'elles risquent de complètement stériliser leur planète. Or, justement, Ross 128 est apparemment une naine rouge relativement calme. Bien qu'on y ait détecté des éruptions et un cycle magnétique de 4 ans, là où celui de notre Soleil dure 11, elle semble, donc, être une naine rouge relativement intéressante. Mais en parlant d'éléments intéressants, peu d'infrarouges semblent nous parvenir de l'étoile. Cela laisse ainsi penser que, vraisemblablement, elle doit être entourée d'un disque de poussière relativement épais. C'est au milieu de tout ceci que l'on trouve l'exoplanète Ross 128b. La planète, d'une masse 1,8 fois et d'un rayon 1,6 fois supérieur à la Terre, orbite dans la partie interne de la zone habitable de son étoile. Si elle réfléchit autant de lumière que la Terre, sa température de surface serait d'environ 7 degrés, sans prendre en compte une atmosphère. Mais ce qui est intéressant, c'est que des observations réalisées ultérieurement montrent que la planète est probablement riche en fer, ce qui, avec une masse supérieure à la Terre, peut permettre d'envisager un champ magnétique relativement fort, crucial pour éviter l'érosion de l'atmosphère. Ainsi, avec une étoile relativement calme, elle reçoit 38% de lumière en plus que la Terre
et a probablement un champ magnétique, et on peut espérer y trouver une atmosphère stable sur le long terme. D'ailleurs, Ross 128b est l'une des planètes les plus prometteuses pour ce qui est de ressembler à la Terre. Malheureusement, pour confirmer tout ça, mieux connaître sa composition et y trouver des traces d'éléments chimiques susceptibles de trahir une possible vie, il faudra encore attendre. La planète n'a en effet été détectée que grâce à la méthode des vitesses radiales, qui consiste à observer de légers mouvements qu'elle provoque en attirant son étoile vers elle au fur et à mesure de sa rotation. Il faudra, dès lors, attendre de futurs télescopes géants, comme James Webb, le télescope de 30 mètres, ou l'Extremely Large Telescope, pour mener des observations plus détaillées de la planète et, ainsi, espérer mieux la connaître. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.